vraiment très intéressant. Donc, c'est la première fois que j'entends, et j'ai une vision très positive. Généralement, lorsqu'on parle du numérique, de la venue de l'intelligence artificielle, les gens ont tendance à avoir peur, en fait, et à se dire: «Ben, ça va nous remplacer, c'est horrible». Alors que si je comprends bien, tu me corriges si j'ai bien compris ta vision, c'est que à terme, si l'être humain utilise bien la technologie et qu'il se concentre vraiment sur sa valeur, qui est une qualité d'être, et qu'il se concentre donc sur cette valeur-là et qu'il utilise bien le numérique et notamment l'intelligence artificielle, il sera en mesure donc, hem, d'exprimer ce qu'il est et apporter sa véritable valeur au monde. Et donc, bah, je me dis que selon ta vision, a priori, le monde idéal, le monde accompli sera un monde où il y aurait plus d'entreprises, il y aurait que des auto-entrepreneurs, en fait. Oui, oui, oui. Il y a 2 idées dans ce que tu as dit. Je vais rebondir sur les 2. La première, c'est de répondre tout de suite que, effectivement, tu as raison quand tu dis que l'image qu'on a de la tech actuellement, elle est drivée par la peur. Mais ça a été à chaque fois qu'il y a eu une technologie qui a commencé à prendre de l'ampleur. Quand le livre est arrivé, par exemple, l'Église s'est mise à brûler des livres et on a souhaité qu'il n'y ait que des livres qui parlent de religion. À l'époque, c'était la religion catholique et tous les autres livres devaient être brûlés. Parce que la connaissance, le livre étant un support de connaissance, hein, répandre comme ça la connaissance pour tout le monde, c'était horrible dans la perspective des gens qui trouvaient que voilà. Donc on s'est mis à brûler des livres, on s'est mis à se dire: «Ah oui», quand il y a eu les romans aussi qui sont sortis avec l'imprimerie, on s'est dit: «Non mais ça va corrompre l'esprit des jeunes gens». Parce qu'au lieu de lire des livres, de la littérature qui est bien encadrée dans les universités, dans les bibliothèques, ça, ils vont se mettre à lire de la littérature, de la pauvre littérature, bref, et que ça va appauvrir l'esprit. En fait, à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, l'être humain face à l'inconnu a peur. Et donc, la peur nous fait euh, créer des prophéties autoréalisatrices. C'est bien ça le problème. Mais pour moi, l'outil en lui-même n'est ni bon ni mauvais, en fait. Comme tous les autres outils, hein, une pelle, un couteau, bon, voilà. La question, c'est l'usage. Et par contre, là où je rejoins la crainte de beaucoup, c'est que cette technologie, elle n'est pas anodine. Et l'impact de cette technologie est décisif. C'est-à-dire, je pense que c'est tout simplement comme disent certains, pas, ça ne vient pas de moi, donc je ne vais pas m'attribuer ça, mais beaucoup pensent par exemple que c'est la dernière technologie que l'être humain aura inventée, l'IA. Parce qu'après, là, on est déjà en 2025, là, on en est rendu en avril. Déjà, il y a eu quelques recherches, quelques découvertes scientifiques qui viennent d'être faites non pas par des humains, mais par des IA. Et on part du principe que d'ici 2026, la plupart des découvertes en sciences seront faites par des IA. Et ça va être la même chose pour la plupart des autres découvertes dans tous les autres domaines, puisque en fait, ce qu'on est en train de constater, c'est que l'IA, en termes de connaissances, donc manipulation de l'information et faire des connexions entre des informations qui apparemment n'ont pas de lien et créer des et faire des liens créatifs entre des informations qui n'ont pas beaucoup de liens à partir d'un énorme contenu, ce qu'on appelle le big data de données. L'IA fait ça mieux que nous, plus rapidement que nous et certainement avec plus de profondeur que nous. Donc, si c'est ça l'invention, si l'être humain avait mis là le curseur de l'invention et de la créativité, alors ces êtres humains vont être très rapidement, sont déjà remplacés, ils ne le savent pas, mais vont être très rapidement dépassés par les capacités de l'IA. Donc, ce n'est pas de ce match dont je veux parler. Pourtant, les peurs actuellement se cristallisent sur ça. Je vais te citer un exemple. Actuellement, c'est très, très, très frais. ChatGPT vient de sortir son dernier modèle de création d'images. Et qui est tellement performant que, par exemple, et c'est viral là cette semaine, tu as dû le voir absolument sur tous tes réseaux, tout le monde fait des images de sa tête avec le style du studio Ghibli de Miyazaki. Donc c'est une forme de dessin animé du grand réalisateur japonais qui a fait Princess Mononoke et tout ça, mais c'est un style de dessin, ok, un style de dessin très particulier, il a sa patte. Et tout le monde, aujourd'hui, change son profil LinkedIn, machin, en faisant des têtes, des images de lui. Et c'est tellement viral que, par exemple, les serveurs d'OpenAI actuellement, pour générer ce type d'image, ont planté. Parce qu'on est en train de parler de centaines de millions d'images par heure qui sont demandées actuellement à ChatGPT à fournir sous ce modèle-là. Et donc, il y a une levée de boucliers de créateurs qui disent: «Ah, mais c'est la fin.
Si maintenant l'IA est capable de refaire des planches de Miyazaki, bientôt, donc ça veut dire un dessin animé de Miyazaki en quoi? En 1 heure, ça sera possible puisque 60 planches par seconde, pas de problème, l'IA va tout générer, etc. Donc, c'est la fin des créateurs, sans compter que Miyazaki, ben, en fait, lui, son œuvre créative, sa patte, ben, en fait, il ne va pas toucher d'argent de tout ça, donc en fait, il est lésé. Ça, c'est la vision avec la peur. Bon, moi, je vais te proposer une autre façon de regarder la chose, une autre vision. Je ne dis pas que c'est celle-là, mais en tout cas, c'est la mienne et c'est comme ça que je veux regarder l'IA qui arrive. C'est Miyazaki, il a créé une façon de dessiner qui est aujourd'hui, quand on voit un dessin Miyazaki, on sait que c'est le studio Miyazaki qui a fait. Mais les gens qui aujourd'hui critiquent l'IA qui copie ne savent pas en fait que Miyazaki il emploie 300 personnes dans son studio, le studio Ghibli, 300 personnes, hein, qui travaillent quotidiennement à produire les planches qui vont servir dans ses prochains dessins animés. Parce qu'un dessin animé, c'est 25 images par seconde et il faut tout dessiner. Et lui, comme c'est de la peinture, ah ben, il faut le faire à la peinture. Il faut, en fait, ils ne font plus à la peinture, mais c'est en style peinture, style aquarelle. Il faut dessiner ces planches-là. Et Miyazaki, lui, n'a pas la capacité à générer toutes ces planches seul. Il a fait pour les premiers dessins animés. Ça lui a pris 5-6 ans pour sortir un dessin animé. Et donc après, quand il a eu du succès, ben, il a embauché des gens. Et aujourd'hui, le studio embauche à temps plein 300 personnes. Et ils sont juste dans la R&D. Hein. Ils ne sont même pas en train de publier le prochain dessin animé, juste dans la R&D. Donc quand ils doivent publier, ils doivent aller chercher des personnes en plus. Et ce que les gens oublient, c'est que ces 300 personnes, pour les recruter, le processus de recrutement, il est très simple. Tu dois être capable de dessiner un dessin de Miyazaki comme si c'était lui qui avait dessiné, au point où Miyazaki lui-même n'est pas capable. Il sait que ce n'est pas lui qui l'a fait, mais sinon il n'est pas capable de distinguer. On demande donc des clones, des dessinateurs qui s'entraînent parfois des années durant pour pouvoir être capable de reproduire les dessins de Miyazaki et d'être capable de dessiner spontanément n'importe quelle image avec le style de Miyazaki, au point où Miyazaki lui-même valide le recrutement de cette personne. OK? Donc en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il recrute des clones de lui-même. Qu'est-ce qu'il fait? En fait, il prend des êtres humains qui peut-être sont de très très bons dessinateurs, parce que pour arriver à dessiner, à reproduire le style de quelqu'un d'autre, il faut non seulement être très bon dans son style, mais avant, il faut savoir dessiner. Donc des gens qui ont certainement un génie créatif quelque part, à dessiner leur propre planche, plutôt que de copier le style de quelqu'un d'autre. Mais aujourd'hui, peut-être pour devoir manger, ils vont aller bosser dans ce studio-là pour être bien payés, et en échange, ils vont devoir être l'esclave pour produire exactement. Pour moi, on est dans l'image parfaite de ce que je disais tout à l'heure dans l'entrepreneuriat et dans le capitalisme. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Si aujourd'hui, il y a une intelligence artificielle qui permet à Miyazaki lui-même, au lieu de mettre 300 êtres humains en esclavage pour cloner uniquement ce qu'il fait, parce que eux, ce qu'ils font, c'est pas de la créativité. Parce que s'ils étaient créatifs, ils produiraient leur propre valeur. Là, ils sont en train de produire ce que Miyazaki leur demande de dessiner avec le style de Miyazaki. OK? Donc, si ces 300 êtres humains étaient libérés, parce qu'il y a une IA qui vient et qui aide Miyazaki à produire ce qu'il veut produire, et que ces 300 êtres humains utilisent leur génie créatif pour emmener ce que eux, singulièrement, ils doivent apporter au monde, pour moi, l'arrivée de l'IA, elle ne va pas les mettre au chômage, elle va leur permettre de leur donner l'opportunité de trouver la valeur qu'ils doivent apporter dans le monde et apporter cette valeur que le monde attend, parce qu'on est dans une urgence, selon moi. Donc, si on regarde la tech sous cet angle-là, ben, pour moi, c'est tout à fait positif. Il n'y a pas besoin de critiquer ça. Tant mieux que ces gens-là aillent au chômage et puis qu'ils apprennent à trouver quelque chose que l'IA ne pourra pas concurrencer. Parce que l'IA ne peut pas produire si Miyazaki n'avait pas fait tous ses dessins et qu'elle n'avait pas été entraînée sur tous les dessins animés de Miyazaki, l'IA n'aurait pas pu produire le style Miyazaki. Elle n'est pas capable de faire ça. Okay, elle le fait parce que Miyazaki a produit ce style-là, a fait tous ces milliers de planches et qu'aujourd'hui, on a pu entraîner l'IA. Donc ces 300 personnes peuvent eux aussi produire leur style, entraîner une IA dessus, pour ensuite très rapidement, au lieu de prendre 15 ans, 20 ans, ce que Miyazaki a pris pour devenir célèbre, en 1 an, produire 5-6 dessins animés avec leur propre style, mais entraînés sur leur propre style. Donc ce que je suis en train de dire, c'est que ce que l'IA va changer, si on regarde l'aspect positif, c'est qu'elle va contraindre tous les êtres humains à aller chercher au fond d'eux ce qui les distingue, ce qui les singularise, ce qui est la vraie valeur pour laquelle, je pense, ils sont là et on est tous là pour emmener ça à l'humanité avec une vitesse d'exécution et une précision dans la façon de délivrer à qui on doit le délivrer qui n'existe pas et qui n'a jamais existé encore dans l'histoire de l'humanité. Par contre, l'enjeu,
L'enjeu, il est celui-là. Cette technologie peut effectivement tous nous avilir. Parce que si on ça demande un effort. Utiliser l'IA pour, produire à partir de sa singularité suppose premièrement de découvrir sa singularité, ça demande un travail et ce travail, il n'est pas facile. C'est même le travail le plus complexe que l'être humain doit faire, selon moi. Et la deuxième chose, c'est une fois qu'il a trouvé sa singularité, maîtriser suffisamment ses outils pour pouvoir les mettre au service de sa singularité. Et ça demande encore un autre effort. Délivrer son message au monde, c'est encore un autre métier. Et ça aussi, ça ne se fait pas sans effort, ça ne se fait pas sans apprentissage, ça ne se fait pas sans difficulté. Donc, mais par contre, pour moi, c'est le cœur de métier de l'être humain. C'est ces deux choses-là. Premièrement, découvrir sa singularité, deuxièmement, la délivrer au monde. Voilà. Et l'IA aujourd'hui nous permet, à chaque individu sur cette planète, pourrait potentiellement nous permettre de faire ça, à condition de se saisir de cette mission, évidemment.